On va attendre que la vidéo se mette en enregistrement. C'est parti. Donc, lors de notre dernier cours, il nous restait la question 2 du TD à voir. Alors, on voit que quelqu'un veut poser une question. Allez-y, je vous écoute, mademoiselle Asna. Oui, mais le TD, on n'avait pas fini hier sur on avait parlé des enjeux. Je crois qu'on avait tout fait hier. On avait fait les 3 questions sur Activia. Ah, d'accord, ok. Et d'ailleurs, on n'a pas le cours. Enfin, hier, c'était sur la politique des produits et c'est le dernier cours qu'on a sur notre campus. D'accord, bah, j'ai inversé les deux groupes. Excusez-moi. Il me semble comme Asna. Oui, 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 oui. Vous avez sans doute raison, puisque si vous me parlez de Activia, c'est que le cours a été vu sur Activia et que je n'ai pas mis le cours sur la politique des prix. C'est pas très grave, je vais résoudre ça assez rapidement et on va pouvoir discuter de la politique de prix. Je vais pas pouvoir faire d'ici aussi. C'est-à-dire qu'avec l'autre groupe, j'ai un cours de décalage et que je pensais que on n'a pas fini le premier TD avec avec l'autre groupe, donc je pensais que c'était ce groupe-là, mais je me suis trompé. C'est pas très grave. On va faire comme ça. Donc ça se remet en route. Alors, a priori, vous devriez avoir accès à un cours qui s'appelle, je viens de vous le libérer, le prix psychologique. C'est une partie du cours sur le prix, que je n'ai pas encore mise sur NetCampus, d'accord, que je mettrai dès qu'ils m'auront réparé mon NetCampus. J'ai envoyé encore un mail aujourd'hui, a priori. J'espère que ça peut se faire, parce que je vous ai dit, mes cours ont disparu, donc je n'ai plus accès aux cours et donc je ne peux plus. Je n'ai accès qu'à certains cours et c'est un peu embêtant. Et pour vous et aussi pour moi, sachez-le. Malgré tout, ici, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez ce cours qui s'appelle Complément de cours, les prix psychologiques, le prix psychologique? Sur Complément notre prix psychologique. campus. Oui, oui, sur notre campus. C'est bon pour vous? Oui, D'accord. Donc, on va travailler ce cours-là aujourd'hui et plus particulièrement, je vais vous expliquer comment on calcule le prix psychologique. D'accord? Vous voyez le petit tableau, je vais vous expliquer comment il est construit et comment il se calcule, ce prix psychologique. Et je pense est-ce que je vous ai donné l'exemple du restaurant dans lequel vous alliez et avec différents prix? On en a parlé? Non. Alors, je vais vous mettre face à une situation. C'est sur NetCampus, mademoiselle. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le projeter. Et dans tous les cas, je vais le projeter. Et puis ça, je vais le projeter après. Je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, ensuite, on fera des exemples. Et de toute façon, vous avez donc le cours en appui. Mais je pense que l'explication et les exemples seront beaucoup plus parlants que le cours proprement dit. Imaginons que vous vous présentiez devant un restaurant et on vous propose un menu à 10 euros, d'accord?
Et dans ce menu, il y a entrée, plat, dessert, boisson. Que pensez-vous de la qualité de ce menu, globalement? Ouais, Mauvaise. mauvaise. Que pensez-vous du prix du menu? Bah, bien. Bien, on est d'accord. Donc, à 10 euros, vous n'y allez pas parce que c'est mauvais, mais le prix est bon. Maintenant, si je vous dis, je vais faire comme ça, qualité bof, mais prix bon. Ok, je vais faire comme ça, je vais dire maintenant, si le même menu, je vous l'affiche à 15 euros, qu'est-ce que vous en pensez? Certains d'entre vous vont me dire, il n'y a toujours pas de qualité, mais le prix est toujours bon. D'accord? Je vais continuer à monter mon prix, je vais dire à 20 euros. Ah, là, peut-être que pour certains d'entre vous, on peut commencer à imaginer qu'il y a un petit peu de qualité. Le prix commence déjà à devenir costaud quand même, hein. D'accord? Et puis on va continuer à 25 euros. Bon, bah, ok, il y a de la qualité, mais là, on commence à être cher. Attends, et voilà, je vais continuer. Et puis à un moment donné, je vais arriver à des prix de 80 euros. Et là, vous allez me dire, c'est sûr, il y a de la qualité, mais c'est trop cher. Donc vous voyez que soit en termes de qualité ou soit en termes de prix, des fois, je vais perdre des gens. Je vais perdre des consommateurs potentiels, soit parce qu'ils pensent que la qualité n'est pas bonne, soit parce qu'ils pensent que le prix est trop cher. Donc dans ces deux extrêmes-là, c'est les zones où malheureusement je ne vais pas toucher grand monde. Par contre, il y a une zone qui se situe un peu au milieu où les gens pensent que et il y a de la qualité et ça n'est pas trop cher. Et c'est ce prix qui sera, d'après cette statistique, qui sera le meilleur prix. D'accord? Alors, on va voir comment on va fonctionner, on va voir comment ça va se faire, et vous allez voir qu'on se rapproche un peu des données des statistiques que l'on a pu faire dans les cours précédents, et que, bon, c'est une petite statistique, d'accord? Qui n'est pas très compliquée, puisqu'on va simplement regarder des pourcentages de gens qui seraient prêts à acheter. Alors, je vais créer un fichier Excel que je remettrai dans le cours en plus, hein, bien sûr, pour vous reprendre un exemple. Juste que je mette mes lunettes. Alors, je vais vous partager aussi le fichier. Et vous montrer la technique surtout, hein. Présenter une fenêtre. Voilà, a priori, je pense que vous allez voir le fichier. Ça marche. Alors, imaginons que vous vendiez un produit c'est des baskets. D'accord? Vous vendez des baskets et donc vous allez mener une enquête pour voir quel est le meilleur prix en prenant en compte bien sûr les problèmes de qualité, de prix que les gens sont prêts à mettre, de façon à trouver voilà, le prix qui serait le meilleur, où vous allez toucher le plus de monde possible. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire varier votre prix entre 55 euros. On va faire monter le prix. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je ne suis pas sur le bon fichier, donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Tac, je vais faire ça. Est-ce que la marque, elle rentre en compte ou pas là-dedans? Alors, elle peut rentrer en compte, évidemment, mais ici, tout ce qu'on compare, c'est la capacité dans ce calcul, dans le type de calcul. Après, il y a d'autres choses, mais ce type de calcul prend en compte deux choses. La capacité des gens à mettre le prix demandé et la perception qu'ont les gens de la qualité par rapport au prix. D'accord? C'est deux choses que l'on prend en compte. Okay? Mais même si je dirais que c'est la marque, dans tous les cas, c'est un produit qu'on veut tester. Alors vous allez dire, oui, je prends une marque relativement connue, je ne sais pas, moi, allez, on va partir sur des vêtements, on va partir sur des baskets Nike.
ou des baskets Adidas ou le coq sportif. Si vous achetez une paire de baskets Adidas à 10 euros, même si c'est Adidas, est-ce que vous pensez que ça va être de la qualité? Non. Non. Même si c'est Adidas, d'accord? On pourrait même éventuellement parler de contrefaçon, mais on n'ira pas jusque-là, vous avez raison, mais on n'ira pas jusque-là, imaginons. Donc, malgré tout, même s'il y a aujourd'hui, la marque doit assurer une certaine qualité, on trouve aujourd'hui des produits de marque qui sont de très mauvaise qualité aussi. D'accord? Parce que les marques ont aussi ce créneau du bas prix, du bas coût, et que ça reste un gage de qualité, mais ce n'est pas un gage de qualité à 100%. Vous avez tous et toutes déjà acheté un vêtement de marque qui n'a pas résisté au bout de 3 lavages. Et pourtant, vous l'avez acheté, ce n'est pas de la contrefaçon, vous avez mis le prix, et là, vous êtes super déçu. Donc la marque n'est plus forcément un gage de qualité, d'autant que il y a de plus en plus de transparence et aujourd'hui, peut-être que les moyens de communication permettent aux marques de communiquer, mais aussi aux gens de s'informer. Et on sait qu'un certain nombre de produits sont fabriqués dans des pays avec des coûts de production relativement bas où on ne regarde pas forcément à la qualité. Si je vous disais que dans certaines voitures Mercedes, non, dans certaines voitures Renault, ce sont des moteurs de BMW qui y sont. Et pourtant, les Renault sont beaucoup moins chers que les BMW. D'accord? Donc, la marque et qualité, normalement, il y a une certaine corrélation, d'accord? Mais ce n'est pas une corrélation à 100%. Donc, je reviens sur mon étude, comment elle se mène son étude. On va faire monter le prix. Ici, je le fais monter de 5 en 5 par rapport évidemment au produit que je veux vendre. Dans l'idée, ici, dans l'exemple que je vous prends, je vends des paires de baskets. D'accord? Hop, voilà, je vais faire monter mon prix ici jusqu'à 100 euros. Voilà. Et ensuite, je vais poser des questions. Je vais poser, est-ce que On voit vous plus. avez, Ah. est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez un doute sur la qualité? Donc les gens vont me dire, voilà, à 55 euros, est-ce que vous avez un doute sur la qualité? Donc je vais interroger, je ne sais pas moi, 1000 personnes, et les gens vont me donner leur avis. Alors, je reprends les chiffres, hein, simplement que 270, 350, 170, donc 270, 350, 170, 130, 80, 130, 80, 0, 0, 0, 0. Monsieur, Oui. si par exemple on tombe sur le marketing au BTS, je ne sais plus si j'avais déjà posé la question, est-ce que ça va être des questions de cours ou est-ce que ça va plus être un cas et il faudra en fait répondre entre guillemets à des questions logiques? Alors, Ou notre avis? sur les questions marketing, il y aura obligatoirement une question de cours. Si le sujet doit être abordé, en fait, encore une fois, vous serez les premiers à passer la nouvelle formule. Donc, je n'ai pas d'exemple à vous donner sur la nouvelle formule BTS, d'accord, sur le nouveau programme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le marketing était déjà au programme l'année dernière. Il y a des choses qui étaient déjà au programme, oui, les années précédentes. Il y a des choses qui ne sont plus à votre programme. Je pense notamment à l'enregistrement des écritures comptables. Ça n'est plus à votre programme. Vous avez un peu plus de droits. Donc, sur le marketing, il était déjà. Hein. Donc, je peux vous dire ce qui a déjà été posé. Par exemple, on va vous dire, voilà, quels sont les différents modes de distribution d'un produit. Madame X cultive des carottes et des navets bio. D'accord? Elle entend distribuer ses produits. Quels sont les types ou les modes de distribution qu'elle peut envisager avec leurs avantages et leurs inconvénients? D'accord? Vous allez parler des circuits courts, de la vente directe, des franchisés, vous allez parler du commerce intégré. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir quand on parlera de la politique de distribution. D'accord?
et vous allez donner les avantages et inconvénients. Donc là, c'est clairement une question de cours. Alors même s'il y a beaucoup de choses que vous pouvez deviner de votre expérience personnelle et de votre réflexion, malgré tout, si on vous parle par exemple d'une marque ombrelle, à quoi ça correspond? Si on vous parle d'une marque distributeur, à quoi ça correspond? Si, je ne sais pas moi, donc, suite à ce type de questions qui sont purement des questions de cours, ensuite, on peut dévier sur une question un peu plus de technique, comme le calcul du prix psychologique. Madame X a fait une étude et il ressort qu'en fonction des prix qui sont ici de 55 à 100 euros, voilà ce qu'elle a recueilli comme réponse aux questions. Doutez-vous de la qualité du produit si le produit est à 55 euros? Vous voyez, bien souvent, et ça j'en suis pratiquement sûr, si le thème marketing est abordé, il y aura obligatoirement purement du cours et obligatoirement une question. Ou bien, il y a une année, c'était, je me souviens, proposer une marque et dites les avantages, quelles sont les caractéristiques qu'une marque doit avoir, qu'un nom de produit ou qu'un nom de produit doit avoir. Les étudiants étaient, je ne sais plus, c'était sans doute la confection de plats diététiques et bio. Et on leur soumettait ce cas et puis on leur disait, bah voilà, on va lancer une nouvelle gamme, light, enfin je ne sais plus exactement les critères. Et il fallait trouver un nom, proposer un nom. Voilà. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. D'accord? Vous pouvez poser le nom, mais vous savez que la marque, elle doit être courte, elle doit être facile à prononcer, elle doit être universelle. Vous voyez tout ce dont on a parlé hier, il fallait le ressortir. Il fallait donner un nom, voilà, qui colle plutôt au produit, évidemment, et en plus donner tous les critères que doit posséder une marque. Donc vous voyez que là, on fait un peu des deux. Alors ici, je reviens donc sur mon étude. Et on se dit qu'à 55 euros, il y a 270 personnes qui ont dit voilà, la qualité, elle n'est pas terrible. À 60 euros, pareil, il y en a 350 de plus qui ont dit oui, la qualité n'est vraiment pas terrible. D'accord? Voilà quel résultat on a obtenu. Ensuite, on a fait la même question sur le prix maintenant. D'accord? Donc, est-ce que le prix reste d'être trop élevé? Donc là, le prix risque-t-il d'être trop élevé? Voilà la question qu'on a donnée aux gens, qu'on a donnée. Et ça, elle est importante, la question. Il faut bien la lire et bien l'interpréter. Et donc, hop, je vais pouvoir maintenant faire mon petit tableau. Hop. Donc, on vous présente ce tableau comme ça. Ça, bien sûr, c'est le nombre de réponses positives. Évidemment, ici, à 55 euros, il y a peu de gens qui ont dit que le prix était trop élevé, évidemment. D'accord? Donc ici, les chiffres que l'on a recueillis, 230, 260, 190, 230, 260, 190 personnes, 120, 170, 30, 120. 120, 70, 30, 170 et 3 fois 2. J'ai dû en rater quelque part, désolé. 190, 190. Vous avez oublié, il y a entre 70 et 120, il y a 100. Entre 70 et 120, il y a 100. Merci mademoiselle, heureusement que vous êtes là. Hop. 100. Voilà. Ah bah oui, vous avez accès au cours, donc vous voyez l'exemple que je reprends. Voilà. Voilà ce que, évidemment, j'ai eu comme réponse, et maintenant, il va falloir faire mes petits calculs pour trouver quel est le meilleur prix là-dedans. Alors, comment on va faire?
première étape, on va faire les pourcentages cumulés. D'accord? Donc, on va regarder combien il y a eu de réponses au total. Donc, dans la méthodologie, hein, je vais vous la mettre aussi, la méthodologie. Première étape, d'abord établir le pourcentage de réponses pour chaque prix. Pour ça, on fait le nombre de réponses pour le prix divisé par le nombre total de réponses. C'est ma première case que je vais mettre ici. Donc, au total, il y a 1000 personnes qui ont répondu. Donc, je vais vérifier quand même que j'ai bien recopié mes chiffres. C'est bien ça, 1000 personnes. Dans tous les cas, elles ont répondu aux 2 questions. 1000 personnes. C'est mon total. Donc, je vais maintenant établir que ici, il y a X personnes, ça divisé par ça. D'accord? C'est ce que je vous ai marqué comme formule, le nombre de réponses divisé par le nombre total de réponses. Si vous vous souvenez un petit peu des stats qu'on a fait, c'est la fréquence. Et ici, évidemment, traduit en pourcentage, j'aurai 27%. Je vais répéter l'opération pour chaque réponse. Voilà. Idem de l'autre côté, je vais faire le nombre divisé par ceci, en pourcentage. Voilà. Voilà, ça, c'est, on a établi ce qu'on appelle la fréquence, d'accord? On l'avait déjà vu pendant le cours de statistiques. Et maintenant, je vais calculer ce qu'on appelle la fréquence cumulée. On l'a fait aussi en stats, hein. Donc, normalement, les petits souvenirs, ils doivent venir s'allumer un petit peu dans votre tête, là. Et on va commencer, évidemment, toujours par les zéros. Je commence la fréquence cumulée par ici. Et ici, je commencerai la fréquence cumulée par ici. Donc, la fréquence cumulée, c'est la fréquence ici de pourcent. Ici, ce sera la fréquence pourcent plus 95. Et ainsi de suite. Ça, c'est notre fréquence cumulée. Évidemment, 100% des personnes pensent qu'à 55 euros, il n'y aura pas de qualité. Bah oui, si vous pensez qu'à 65, il n'y a pas de qualité, vous pensez encore plus à 55. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour mes fréquences cumulées. Y a-t-il une question par rapport déjà à ce premier calcul? Oui, quand là, vous faites le cumul comme ça, parce que la question, c'est en dessous de quel prix pensez-vous? Alors que du coup, si la question, ça avait été une question plus franche sur quel est le prix tout court, on ne ferait pas le cumul comme ça, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lisez bien la question. Ouais, ok, d'accord. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous venez de dire. Lisez bien la question, elle va vous aider à faire votre cumul. Mais en général, vous commencez où il y a zéro. D'accord? Ici, j'ai commencé par les zéros et je suis remonté mon cumul, je l'ai fait dans ce sens-là, et ici, je l'ai fait dans ce sens-là. Mais effectivement, aussi parce que la question elle a été posée de telle façon. D'ailleurs, je vais faire un petit repère, comme ça sera... Et donc, au final, on doit toujours avoir 0 et 100% au moins une fois dans le tableau. Si on n'a pas, c'est qu'on s'est paumé. Exactement. Et si on a, mais qu'on a faux, est-ce qu'ils refont tous les calculs ou pas? Alors, clairement, ils ne vont pas refaire tous les calculs. D'accord? Je vous explique comment se passe la correction d'une copie de l'examen.
Une année, il y a quelques années maintenant, j'ai été désigné correcteur national pour un examen qui n'était pas le BTS, hein, mais tous les examens se font pareil. Enfin, qui était un BTS, mais qui était pas éco-gestion, qui était économie pure en BTS technique de commercialisation. En général, on se retrouve à 2 enseignants, d'accord, pour corriger une copie. Chacun corrige de son côté. Et après, on décide d'une note commune. C'est-à-dire que moi, il y a peut-être des choses que j'ai valorisées que l'autre enseignant ne va pas valoriser, ou ainsi de suite. Il y a toujours une double correction par 2 enseignants. En général, on a tous un peu nos spécialités, d'accord. Moi, je suis plutôt orienté droit et comptabilité pure. Bien sûr que le marketing ne me fait pas peur, mais c'est un peu moins ma spécialité pure et dure, d'accord. Par exemple, je vais être avec un autre prof qui, lui, va avoir sa spécialité pure marketing et, par exemple, RH. D'accord. Donc voilà, on essaye de mélanger aussi les profs avec des spécialités vraiment pures différentes. Et puis chacun fait sa correction. Et ensuite, on harmonise. On dit, bah, t'as vu ça? Ah ouais, bah, moi, je pense que quand même ça, il faut le valoriser, etc. Bon. Ça, c'est super. D'accord. Sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on doit corriger 20 copies en une demi-journée, donc en 3 heures. Et que les copies, c'est gros, et qu'il faut faire 2 corrections et qu'il faut se mettre d'accord. Donc, et que si vous tombez, si votre copie est corrigée en dernier, quand le correcteur, c'est un homme, comme tout le monde, il a déjà corrigé X copies et qu'il en a un peu marre, parce que voilà, il a fait sa journée et que il va me dire c'est pas normal. Oui, je sais bien, mais je vous dis comment ça se passe, moi. D'accord. Ben, à la fin, il va peut-être un peu moins lire. Il va peut-être un peu moins chercher. D'accord. Il va peut-être dire bah, ça c'est faux, basta. Je ne vais pas refaire tous les calculs. Vous imaginez si je dois faire tous les calculs, c'est impossible. Donc, vous dire qu'il va refaire le calcul, je ne pense pas. Par contre, et c'est pour ça que la présentation de votre copie est importante aussi. Ce n'est pas ça qui vous fera avoir le BTS, mais c'est peut-être ça qui va être le petit déclencheur, le petit truc qui va faire. Présenter une copie propre, aérée, indiquer les titres, essayez de répondre dans l'ordre des questions. Je vous promets que quand on prend une copie, qu'on voit que le mec il a commencé par le 2, purée, zut, il faut que je retourne. C'est con, hein, c'est tout bête, mais c'est humain. C'est humain. Faciliter la vie du correcteur. Il ne va pas vous mettre 20 pour ça, mais peut-être que si il sera plus cool en lisant votre copie. Plus cool. Franchement, quand on a des copies qui sont crados, mis dans n'importe quel ordre, on ne comprend rien, c'est mal écrit, c'est bourré de fautes d'orthographe, il y a des ratures partout, on ne va pas chercher. Hein. On va pas chercher. Non. Alors que si la copie est plutôt claire, je ne vous dis pas de faire des petites fleurs et mettre du rose partout, hein, clair, net, souligné, montrez vos calculs, montrez comment vous avez expliqué le calcul, faites ici, par exemple, un petit astérix, exemple de calcul pour le cumuler, c'est 77 plus 23% est égal à 100%. Bon. Si vous vous êtes planté par une fois, le mec va dire ah ouais, mais c'est juste parce qu'il y a une virgule là sans son calcul, purée, elle est con. Enfin, excusez-moi, elle est pas con. Oh purée, c'est bête. Je vais quand même valoriser parce que ça valait le coup quand même. Vous voyez un petit peu la démarche qu'il faut avoir. Faciliter la vie du correcteur. C'est pas si votre copie elle est nulle, hein, d'accord. Mais de temps en temps, ça peut amener le petit truc sympa. Donc ici, voilà le sens dans lequel le cumul va se faire. Et pour ma première colonne, je vais inverser ma petite flèche, on va la mettre dans l'autre sens. Le cumul, ici, il s'est fait dans ce sens-là. Voilà. Une fois qu'on a fait les cumuls, on va additionner ici nos 2 cumuls. Alors, on va faire un calcul. Donc ici, c'est un calcul intermédiaire. D'accord. On va faire un calcul qui va faire. Ce calcul, c'est 1 moins cumul 1 plus cumul 2. Vous comprenez, je fais 1 moins ça plus ça. Cumul 1, cumul 2. Donc si je fais entre parenthèses 1
moins cumul plus cumul, et je ferme la parenthèse. J'ai oublié une parenthèse, excusez-moi. Alors, 1 moins cumul. Voilà. Monsieur, c'est pas 1 moins cumul, c'est 100 moins le cumul. Ça revient au même. Ça revient au même. Euh, Oui, sauf que ça s'exprime en zéro, machin, sinon c'est du pourcentage, c'est ça? voilà, voilà. Mais ça, ça, si je le mets en pourcentage, ça reviendra exactement au même. Voilà. Je ne sais pas dans le cours comment ça a été mis. Ouais, sauf que si vous savez, vous voyez, c'est exprimé en pourcentage. Donc, moi, j'ai pas besoin de faire 100. Je peux faire 1 et c'est des pourcentages. Ou vous pouvez faire 100. Ça revient, de toute façon, le résultat est exactement le même. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? À ce prix-là, je risque de toucher 0% de mes clients potentiels. Parce qu'ils vont tous se barrer parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de qualité. À ce prix-là, je risque de toucher 27% parce que j'en ai 73% qui se sont barrés. À ce prix-là, je risque d'en toucher un peu plus déjà, mais il y en a encore 38% qui se sont barrés à cause d'un doute sur la qualité. Et là où je perds le moins de clients, ou bien là où je gagne, où je suis sûr de toucher le plus de clients, c'est où mon pourcentage est le plus élevé, 82% ici. D'accord. J'en perds 18%, j'en perds 7% qui pensent que le prix est trop cher et 8% qui pensent qu'il n'y a pas assez de qualité à ce prix-là. Mais malgré tout, c'est là où je perds le moins de clients. Est-ce que vous avez compris la démarche? Est-ce que vous avez compris tout le mode, comment j'ai fait et surtout l'interprétation que j'en ai ici? Oui. Mais ça, monsieur, faut par exemple, quand on a fait ce calcul-là, parce que déjà que c'est long à faire le tableau et les calculs sur le brouillon, est-ce qu'il faut tout détailler ou pas? Parce que... Alors, vous n'allez pas détailler tous les calculs à ce niveau-là. C'est des plus, des fois. Après, ça dépend de votre degré de confiance. Si vous êtes sûr de votre truc, vous ne mettez pas de calcul. Hein. Vous mettez pas de calcul. D'accord. Maintenant, si vous, voilà, vous arrivez à 110 ici, merde, je me suis planté quelque part, évidemment. Vous ne pouvez pas arriver à 110. Bah, puis vous n'avez pas le temps de recommencer. Vous mettez votre calcul. A priori, si le calcul est bon et c'est juste une erreur de virgule quelque part ou une addition quelque part, le correcteur le verra et il ne vous mettra pas la globalité des points, mais il vous mettra au moins une partie des points. Je dirais qu'il mettez votre calcul quand vous avez un doute. Je dirais mettez tout le temps votre calcul, mais vous n'aurez pas le temps de mettre tout le temps votre calcul. Mettez le calcul quand vous avez un doute. Donc ici, qui le fait quoi? J'ai hâte de faire ça. De mettre les calculs, vous voulez dire ça, Françoise? Ma question, c'est, bon, ok, on va interroger un panel, on va voir ce que ça donne, tout ça, mais en réalité, c'est pas gérable de faire ça. Enfin, Pourquoi ça ne serait pas gérable? Dites-moi. parce que, enfin, je sais pas, j'en sais rien. Moi, avant, j'étais opticienne, le prix, c'est moi qui le fixais en fonction de ce que je pensais être bien, et je faisais jamais intervenir un panel pour me dire, tiens, telle monture, tel verre, je vais les vendre tel prix. Donc, est-ce que qui le fait en fait? C'est quoi? C'est les prix, enfin. Qui le ferait aujourd'hui? Qui le fait? Un opticien pourrait tout à fait le faire en se disant, bah voilà, telle monture. Moi, j'ai accompagné une fois un opticien. Euh, la particularité de cet opticien, qui a fermé d'ailleurs, c'est qu'il fabriquait lui-même les montures. Il avait acheté l'outillage, il avait fait les dessins, acheté des plans, etc. Et il arrivait à faire des montures personnalisées. Vous n'aviez pas deux fois la même monture, hein, d'accord? Personnalisée en fonction du client. Alors, évidemment d'une qualité artisanale, donc d'une très bonne qualité. Quel est le bon prix pour ça? Quel est le bon prix? Là, c'est différent. Là, vous valorisez le travail de l'artisan. C'est pas pareil. C'est pas comme si vous vendiez une Ray-Ban qui est fabriquée en millions d'exemplaires par mois. D'accord, mais vous savez pourquoi il s'est planté?
Parce que les gens qui Parce pensaient... qu'il n'était pas placé au bon endroit, il n'avait pas les bons clients. Non. Oui, il n'avait pas les bons clients et surtout les gens qu'il voulait toucher n'avaient pas l'argent à mettre pour ce type de monture. Il était installé dans une petite ville du Pas-de-Calais avec un fort taux de chômage. Il aurait été installé dans le Vieux-Lille. Il faisait un carton, ce mec-là. Je suis sûr qu'il faisait un carton parce que le concept était top et que dans les boutiques du Vieux-Lille, parce que je connais un peu le coin, les boutiques du Vieux-Lille, les gens sont prêts à mettre ce prix. S'il avait fait son petit truc comme là, il aurait vu que dans la fourchette de prix qu'il proposait, c'était mort. Tellement les gens pensaient que ça allait être trop cher. Oui, il y a de la qualité, mais c'est trop cher. Oui, Asna, je vous écoute. Non, c'est pas une question, mais en fait, il a fait comme ce qu'on avait vu lundi, ou je sais plus, vendredi, par rapport à l'ours, là. Oui, voilà. Il a vendu l'ours avant de le tuer, ou un truc comme ça, là. Ouais, alors, il a vendu l'ours avant de le tuer, peut-être, mais il a surtout choisi, il a mal choisi sa zone de chalandise. Ouais. Et s'il avait fait une étude de marché, et on en revient à l'importance de l'étude de marché dont on a parlé la semaine dernière ou en début de semaine, s'il avait fait une étude de marché, il aurait pu faire ce calcul ou pas, ou avoir d'autres éléments qui lui permettent de dire, voilà, la zone, elle vaut la zone de chalandise. Donc la zone de chalandise, c'est la zone où se trouvent mes clients potentiels. La zone de chalandise n'est pas prête pour ce type de produit. Alors que ailleurs, ça aurait été possible. Dans un autre contexte, et c'est ce qu'on disait aussi ensemble la semaine dernière ou en début de semaine, c'est que le prix peut varier en fonction de la clientèle que vous touchez. Et on parlait, voilà, si vous êtes sur la Côte d'Azur, vous n'allez pas faire les mêmes prix que si vous êtes dans un petit village de la Creuse. Alors, qui fait ça? Je suis sûr que certaines personnes, mais dans tous les cas, on vous demande de savoir le faire. D'accord? On vous demande de savoir le faire, de connaître la technique du prix psychologique, ça fait partie de votre programme. Elle n'est pas très compliquée, hein. On a fait des plus, des moins, des fois, des divisés, hein. Et la lecture se fait direct. Voilà, c'est ici où je risque de toucher le plus de clients, ou bien c'est à ces prix-là, c'est à 82 euros, à 75 euros, pardon, que je risque d'avoir le moins de pertes potentielles. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, le prix conseillé. Est-ce que ça peut être le prix conseillé? Non, non, je pense que le prix conseillé, c'est pas ça. Le prix conseillé, c'est que vous avez quelqu'un. C'est un peu le principe de la distribution, hein. Moi, je vends des produits, je vends des baskets. Voilà, je vends des baskets Nike, hein, où je suis. Mais les baskets, je les achète chez Nike. D'accord? Et Nike va me dire, voilà, ces baskets-là, il va falloir les vendre tel prix. D'accord? Je n'ai pas beaucoup de marge là-dessus, je ne peux pas trop agir parce que j'ai un contrat qui m'oblige à le vendre à tel prix. D'accord? Et Nike va m'obliger à faire un prix peut-être que moi, qui ne va pas être bon parce que mes clients ne sont pas prêts à mettre ce prix-là. D'accord? Mais Nike va garantir un peu la spécificité de sa marque en vous disant, vous ne pouvez pas vendre le basket à moins de 50 euros, même si nous, on a à moins de 100 euros, par exemple, même si à l'achat, on vous les vend 30 euros. Donc moi, je les achète 30 euros, je pourrais très bien me dire, ouais, ben, je vais les vendre 50 euros. Le contrat m'interdit, Nike m'interdit de vendre des baskets 50 euros et m'oblige à les vendre à ce prix conseillé qui est de 100 euros ou de 150 euros. Alors, je vais peut-être pouvoir avoir, moi, une petite marge en me disant je vais peut-être pouvoir aller de 90 ou à 110, mais dans tous les cas, soit Nike va m'imposer le prix, ou soit Nike va me dire voilà, ce sera plutôt ça, mais avec cette petite marge de manœuvre. Alors, quelle était votre réflexion? Alors, tac, 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 vous me disiez. Alors, ça serait. Bah, oui, hein, regardez, de toute façon, bien souvent, quand vous avez des distributeurs qui n'ont pas la possibilité de faire eux-mêmes le prix est déjà sur l'étiquette Nike. Ils reçoivent le produit avec l'étiquette. D'accord?
J'ai une fois accompagné une dame qui commercialisait une marque de vêtements, je ne sais plus du tout laquelle, qui avait ouvert un magasin et les produits qu'elle achetait à cette marque-là arrivaient avec l'étiquette déjà dessus, avec le prix. Donc elle n'avait aucune possibilité de le faire, sauf dans des périodes particulières où effectivement c'était en période de solde, etc., où elle avait un peu de latitude. Mais hors période particulière, elle ne pouvait pas vendre le produit moins cher parce que le produit arrivait déjà étiqueté avec, et c'était le contrat. Soit elle agissait comme ça, ou soit la marque ne lui vendait plus, ne l'approvisionnait plus. Est-ce qu'on peut dire que Nike fait la démarche du prix psychologique? Sans doute, sans doute. Alors, il n'y a pas, alors cette démarche du prix psychologique, elle n'est pas unique. C'est une des démarches qui permet d'avoir une orientation sur le prix. On en a, je pense, discuté. L'influence de l'influence de la concurrence, l'influence du coût de revient, quoique sur ces grosses marques, je vais vous dire, les coûts de fabrication alors bien sûr, ils sont pris en compte, évidemment, mais je ne pense pas que ça rentre beaucoup dans l'établissement du prix de vente. Parce qu'aujourd'hui, vous fabriquez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique il y a 2 ans. On est en quelle année 2020. En 2018, il y a eu un événement mondial. La France est devenue championne du monde de football. Merveilleux. D'accord? Vous avez peut-être essayé d'acheter un maillot de l'équipe de France avec 2 étoiles qui symbolisaient la 2e Coupe du Monde gagnée. Et ces maillots étaient introuvables. Introuvables. D'accord? Le maillot officiel, je ne sais plus si c'est un Nike ou un Adidas, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Ce maillot introuvable, et quand vous arrivez à le trouver, le prix officiel, il était de, si je ne dis pas de bêtises, plus de 100 euros. C'était Nike, ouais, il était de plus de 100 euros. D'accord? Je ne sais pas si c'était pas 140 euros. Enfin, dans tous les cas, 130, quoi. Dans tous les cas, c'est énorme, quoi. Énorme. Hein, c'est un maillot de foot en nylon, voilà, 130 euros. Et il y avait eu une enquête où on savait que le produit il était fabriqué en Inde ou au Pakistan, enfin dans un pays de ce type. Prix de revient sorti de l'usine arrivé en France avec le coût de transport, 17 euros. Vous voyez la bascule? 17 euros. 17 euros, maillot revendu 130 euros. C'est énorme. Donc, vous voyez que ce n'est pas le prix de fabrication. Là, on a joué sur la notoriété, on a joué sur la saisonnalité, la demande qui allait être forte, l'événement. Et c'est ça qui a fixé le prix. Ce n'est pas du tout le coût de fabrication. 17 euros, c'est rien du tout. Hein. 17 euros arrivé entrepôt, hein. Arrivé dans les entrepôts à Paris. Donc, coût de transport, donc matière, fabrication, transport. 17 euros. J'ai, pareil, je parle d'expérience, hein, mais c'est plutôt sympa. J'ai aussi travaillé avec une dame qui bossait chez, je crois que ça doit être H&M, un peu chez H&M. Tous les produits de H&M arrivent à Paris et vous les trouvez dans les magasins, leur prix, donc le prix qui comprend, hein, encore une fois, la fabrication, le transport, etc., leur marge, ils multiplient le prix par 3,2 minimum. Donc, arrivé dans le magasin, le prix est multiplié par 3,2. Quelque chose qui a été fabriqué et qui a coûté à la marque, je crois que c'est H&M, à la marque 10 euros, sera revendu 32 euros minimum en magasin. Donc, vous voyez que les marges sur ces marques, hein, d'accord, sur ces marques bien particulières, la partie, je pense, coût de fabrication, et bien sûr fait partie de la conception du prix de vente, mais dans une proportion qui est relativement faible vu les coûts de fabrication qu'eux arrivent à avoir en fonction du volume et du lieu de fabrication. Oui, Asna. Oui, mais de toute façon, dans n'importe quel magasin, jamais il y aura le prix de la production parce qu'il y a, je sais pas, ils ont le loyer à payer, jamais il y aura, si un truc a été fabriqué pour 10 euros, jamais on le reviendra à 10 euros au moins. Bien sûr, il est évident que maintenant le prix de vente, d'accord, il va comprendre bien sûr la fabrication du produit, le transport du produit, et après les charges qui sont annexes. Il faut bien payer des salariés, il faut bien payer des loyers, il faut bien payer
payer les assurances. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses à payer, mais c'était juste pour vous montrer que quand c'est la marque, payer la pub, exactement Guillaume, quand c'est la marque qui fixe les prix, là, c'est voilà, ces multiplicateurs qui sont assez importants, je trouve, et qui prennent assez peu en compte le coût de fabrication, mais ça va être des problèmes de concurrence. Voilà, ouais, je pense que sur le luxe, c'est beaucoup plus que 3 les coefficients qui sont pratiqués. C'est beaucoup plus que 3. Euh, on arrive à des coefficients voilà, qui sont énormes. Enfin, je ne les connais pas parce que je n'ai jamais bossé pour ce type de clients, mais on peut arriver sur des choses qui sont de la folie, quoi. Quand on voit le prix, quand on connaît le prix de fabrication, un tissu, ça reste un tissu, hein. Alors, bien sûr, si vous utilisez de la soie, etc., ça reste plus cher, bien sûr. Mais on n'arrive jamais à des coûts. Alors, bien sûr, c'est de la fabrication à la main, etc. Mais malgré tout, quand on voit ce que sont payées les couturières ou les choses, ou les petites mains qui fabriquent ce type de vêtements, on se dit que. Mais encore une fois, là, on joue vraiment. Là, ce qui fixe le prix de vente, c'est la notoriété. La notoriété de la marque. Vous achetez un Chanel, vous achetez une bague, c'est des trucs de folie. D'accord. Alors, bah, a priori, vous avez de l'expérience dans l'optique, Françoise, a priori. Une monture Chanel, prix de vente 300, prix de fabrication 89, QF 369. D'accord. Alors, par expérience, et j'espère que vous allez me rejoindre, voilà, on a ici un secteur d'activité qui a fait des marges de folie, des marges des fois 3 fois 4, d'accord, pendant longtemps. Jusqu'à y a 2 ans, les opticiens, les bons opticiens évidemment, hein, les bons opticiens vivaient très bien. J'en ai connu certains. La monture rentre effectivement, comme vous le dites, à 89 euros, on la vend à 329 euros. Juste l'action de vente. D'accord. L'action de vente, 329. Après, sur la partie vert et le conseil, etc., c'est autre chose. Mais sur la monture, les marges sont de folie. Sont de folie. Alors là, vous me dites que les prix étaient fixés par Chanel, mais sur d'autres fournisseurs, je pense que les prix étaient libres, non? Bah, ça va dépendre, hein. Chanel, oui, parce que du coup, justement, il y avait des contrats qui disaient qu'on était les seuls sur la zone, donc on devait avoir bah, une certain nombre de montures qui étaient affichées, les top ventes toujours en vitrine. Enfin, il y avait des choses qui étaient dans le contrat, dont il y avait le prix aussi. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que les opticiens ont bien vécu pendant quelques années. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, bah, parce que tout simplement, le truc de l'opticien, c'est que l'acheteur n'était pas le payeur. Et moi, je considère que quand l'acheteur n'est pas le payeur, le, le jeu est faussé. J'achète quelque chose, mais c'est pas moi qui paye. Parce que mutuelle, assurance, etc., etc. Enfin, mutuelle, sécurité sociale, etc. Donc, le principe chez l'opticien, c'est que la personne est arrivée, elle dit bah, moi, j'en veux pour 300 euros, parce que ma mutuelle couvre 300 euros. C'est pas moi qui paye, c'est ma mutuelle. Bon, bien sûr, c'est mes cotisations, évidemment, mais j'en veux pour 300 euros. Et l'opticien, bah, il lui en fourguait pour 300 euros. Voilà. Et donc, on avait un décalage entre le payeur et le consommateur. Ce n'était pas les mêmes. Parce que quand c'est vous qui payez votre propre paire de lunettes, comme tout le monde, on regarde au prix. Quand c'est pas moi qui paye, que c'est quelqu'un d'autre qui paye, il y a une assurance. Bah, je regarde un peu moins le prix, je regarde ce à quoi j'ai droit, et puis je le fais. Donc, bah, la législation a un peu changé, et notamment sur la prise en charge des lunettes par les mutuelles, ça ne pouvait se faire enfin, ça ne peut se faire qu'une fois tous les 2 ans maintenant, alors qu'avant c'était tous les ans, ce qui fait que les opticiens vendent un peu moins et ont un peu moins de rentabilité à ce niveau-là. Concernant toujours nos multiplicateurs, une notion quand même que vous devez connaître, d'accord, c'est que, je reprends ma feuille ici, quand j'ai un prix d'achat
quand j'ai un prix d'achat et un coefficient, ce coefficient multiplicateur, d'accord, c'est ce qui permet de multiplier le prix d'achat pour connaître le prix de vente. D'ailleurs, vous en avez fait état, hein, mais c'est pour le dire à tout le monde, ceux qui avaient une petite expérience dans la vente, vous parlez d'un coef à 2, à 3 et quelques. C'est bien ce multiplicateur, quelque chose que j'achète 87 euros ou 67 euros ici. Si je lui applique un coefficient de 4 pour trouver le prix de vente, je vais multiplier ça par le coefficient. Ça, c'est une notion théorique, hein, un terme que vous devez connaître. Le coefficient, c'est ce qui permet de passer du prix d'achat au prix de vente avec ce multiplicateur. Alors bien sûr, la nature du coefficient dépend. Hein. Là, je vous dis, j'ai mis 4, j'aurais pu mettre 3. C'est bien sûr des choses qui dépendent là de la marque, de tous les éléments qu'on a dit. Allez, je vous écoute, Asna. C'est qui définit le coefficient? Le coefficient, soit il est déterminé par le vendeur. S'il en a la possibilité, s'il a la liberté de le faire, il est déterminé par le vendeur. Ici, vous me dites que dans les cafés-restos, le coefficient est très important. Effectivement, je vous le concède. Il est fixé par le vendeur en fonction de la marge qu'il veut retirer du produit. D'accord ? Et en fonction du volume qu'il va vendre. Après, il peut être fixé aussi par la marque directement, en fonction. Si je suis un distributeur, c'est ce qu'on disait avec la marque Chanel tout à l'heure, que Françoise nous disait, Chanel nous impose le prix de vente. Donc le coefficient, il est imposé par Chanel. Je dirais que là, c'est une appréciation, et peut-être qu'on va vous demander dans un exercice de dire, voilà, telle personne va vendre autant de produits, elle va les acheter autant, elle a besoin de retirer telle marge. Quel est le coefficient que vous allez lui proposer? Donc là, il faudra faire le calcul. Pour trouver le coefficient, on aura l'occasion de le faire à travers nous des exercices. Donc ce coefficient, c'est celui aussi qui va me déterminer ma marge, puisque ici, entre les deux, entre le prix de vente et le prix d'achat, on a la marge. Donc la marge. Est-ce que on a refait le cours sur le seuil de rentabilité? Est-ce qu'on a, normalement, c'est un cours que vous avez fait l'année dernière? Oui, hein, on a refait, hein, d'accord. Donc ce coefficient, il peut être fixé aussi par rapport, on l'a fait l'an passé, mais avec moi. Ah, on ne l'a pas revu ensemble, d'accord. Bon, on aura peut-être l'occasion de le revoir ensemble parce que c'est un cours qui colle bien, notamment avec ces problématiques de marketing et de fixation du coefficient et de fixation du taux de marge aussi. Et le coefficient et le taux de marge peuvent être déterminés par justement le seuil de rentabilité et le point mort. Alors voilà, on a fait un petit travail là sur le prix. Je remettrai vraiment le cours complet puisque là c'était un travail spécifique sur la partie. J'espère que je vais avoir rapidement mes cours, retrouver rapidement mes cours. Un travail spécifique sur la partie prix psychologique. On aura un deuxième travail à faire dans les calculs. Il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez faire, ça et ce qu'on appelle l'élasticité produit, que l'on verra lors de notre prochaine séance. En espérant pouvoir vous remettre rapidement le TD, mais dans tous les cas, on le fera ensemble. Ça marche pour tout le monde? Oui. Y a-t-il des questions? Non. Pas de questions? Si, moi j'ai juste une question. J'avais pas vu que c'était la fin du cours. Donc le vendredi, on fait quoi? Même si on n'a pas le cours, juste savoir ce qu'on va faire. Vendredi, c'est notre troisième séance? Sur le marketing, c'est notre quatrième. Mais c'est la troisième séance de la semaine. Vous, je vous ai déjà dit hier. Oui, voilà. Alors, normalement, on devrait terminer la politique du prix avec ce que je vous ai dit, le coefficient d'élasticité, et après, on passe à la publicité. Donc on sera toujours sur le marketing. Oui, il nous reste deux. En fait, il y a produit qu'on a fait, prix qu'on a commencé à aborder, publicité et place, l'endroit où on va, le lieu où on va étudier comment on choisit sa zone de chalandise, comme on disait tout à l'heure,
le lieu où on va exercer son activité. Il y a D'accord, ok. 4 points à voir. D'accord? Ok, bah, bonne soirée à vous. Monsieur, Merci. Oui. mais du coup, les TD ou le cours, vous pouvez pas nous l'envoyer par mail si vous l'avez sur votre ordi? Bah, le cours, là, normalement, il est déjà. Oui, celui-là, il est, je l'ai vu. Mais celui qu'on va faire vendredi, ou je sais pas, non? On Ouais, l'envoyait à quelqu'un et on le transmet? à la limite, oui, je peux. Non, mais je peux le remettre, vous comprenez? Oui? Franchement, ça m'embête d'avoir fait déjà le travail et de devoir le faire. Mais Ah oui, effectivement, oui, je comprends, oui. j'espérais que ça se débloque assez rapidement. Là, j'ai renvoyé un mail. Renvoyé un mail encore aujourd'hui pour dire bah, allez-y, remettez-moi mes cours. Je comprends pas, moi je les avais et ils sont plus là. Mais si je vois évidemment que d'ici demain ça n'a pas bougé, même pour vos autres camarades, je vais devoir remettre mes cours. Ce qui est un double travail, quoi. Mais c'est pas Je grave. comprends. Bon, bah, on Ça verra. marche? Pas de souci. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao.